Tout de suite, on parle des intolérances et allergies alimentaires avec deux docteurs en plateau. Le docteur Geneviève Moreau. Bonjour Geneviève. Bonjour Corinne. Docteur Geneviève Moreau qui est directrice fondatrice de l'Institut SIN. Oui. Et le docteur Olivier Coudron. Bonjour Olivier. Bonjour. Et vous êtes directeur scientifique de l'Institut SIN. L'Institut SIN qui est, on vous voit régulièrement sur le plateau, mais pour ceux qui ne sauraient pas, c'est bien de le redire. C'est un institut qui prône la nutrition santé durable, donc une nutrition, une alimentation qui protège la santé de l'homme et notre environnement. Voilà, et qu'on peut retrouver d'ailleurs sur Internet avec plein d'informations sur le www.intelligent-nutrition.com. Voilà. C'est bien de le redire. Alors Olivier, il y a un mois, le mois dernier, on avait parlé en fait de l'importance de l'intestin, du fait qu'il soit bien imperméable et le fait que c'était notre deuxième cerveau. Oui, tout à fait. Ce petit monde à l'intérieur de notre corps, ce monde intestinal, règle beaucoup de fonctions, on l'avait vu, et notamment gère, orchestre et module notre tolérance à nos aliments. Il fait une interface avec cet étranger qui nous habite, qui est donc l'aliment digéré. Et on sait aujourd'hui que une maladie de l'intestin, une perturbation de cet écosystème, est impliquée dans ce qu'on appelle, hélas, ce qu'on déplore, les intolérances alimentaires, mais aussi un grand nombre d'allergies, même des allergies respiratoires. Alors justement, la première chose, c'est peut-être, on entend de plus en plus parler, on peut le dire, c'est quand même, enfin on a l'impression que c'est une maladie, c'est une maladie de civilisation, mais vraiment de notre époque aussi, l'intolérance et l'allergie. On fera la différenciation après, mais est-ce qu'effectivement, on peut dire qu'il y en a de plus en plus, et est-ce qu'il y a des raisons à ça ? Alors, en effet, on constate que l'augmentation de toutes ces formes d'allergies, que ce soit la rhinite saisonnière, le rhume des foins, l'asthme, l'eczéma, les intolérances alimentaires sous toutes leurs formes et les allergies alimentaires sont en constante évolution. Depuis 50 ans, on déplore une quantité énorme. Un enfant allergique sur 4 aujourd'hui pour les sphères ORL, et on prévoit plutôt 1 sur 3 ou 1 sur 2. Donc c'est en augmentation. Donc ça va s'aggraver encore. Ça s'aggrave, voilà. Et on ne maîtrise pas. Donc on peut dire aujourd'hui que ce contexte des intolérances et des allergies s'inscrit dans ces maladies sociétales, ces maladies de civilisation actuellement, en effet. Alors ça, c'est dû vraisemblablement, comme d'habitude, pour rien que vous êtes là, à ce qu'on mange, notamment. Et nous, on va vraiment s'intéresser aujourd'hui aux intolérances et allergies alimentaires, donc on ne va pas parler des autres allergies, et faire la différenciation en disant en fait que finalement l'allergie est une sous-catégorie de l'intolérance alimentaire. En fait, voilà, beaucoup de personnes se présentent en disant « moi, je ne supporte pas cet aliment, je ne le supporte pas, ça me déclenche des réactions contraires, adverses, des malaises, des maladies. » Donc, pourquoi ne tolère-t-on pas certains aliments ? Il y a plusieurs raisons. Et en effet, on peut déjà distinguer des intolérances plutôt psychiques, affectives, liées à des raisons culturelles, religieuses. On peut faire des choix. De l'éducation. Conscients ou inconscients. Que tel aliment n'est pas souhaitable, est tabou ou interdit, ou qu'on va le rejeter. Donc ça, ce sont des intolérances psychologiques. Et on voit bien des gens qui parfois ne tolèrent pas, je pense, les produits laitiers, parce qu'ils ont lu sur Internet, ou qu'ils ont, dans leur existence, associé le lait à un symbole. Peut-être maternelle, que sais-je. Donc il peut y avoir ce type d'intolérance. On peut donc, juste une petite parenthèse, mais ça veut dire qu'on pourrait développer une intolérance parce qu'à un moment donné, on entend dans les médias que le lait c'est pas bon, que le lait c'est... Enfin, le lait de vache en tout cas, on en parle beaucoup pour l'instant. C'est d'ailleurs assez fréquent. On va en reparler, mais on rencontre beaucoup de gens qui ont de réelles intolérances à une protéine particulière du blé, qu'on appelle l'intolérance au gluten. Et donc on lit beaucoup de choses sur Internet aujourd'hui concernant ces intolérances au gluten. À force de lire parfois certains messages qui sont un peu alarmistes, on peut dire tiens, mais moi je ne digère pas le gluten. Et si mon problème, ma fatigue venait de là, et on peut très vite rentrer dans cette croyance. Donc ça existe. La croyance, nos convictions ont une influence sur notre état de santé, sur notre digestion et finalement sur la tolérance que l'on peut développer vis-à-vis de ces aliments. Donc c'est une réalité. Ce n'est pas tout. Il y a à côté de ça de réelles intolérances, mais ça cohabite avec... voilà. Ça peut être le cas également. Oui. On a les intolérances digestives.
Alors voilà, ça c'est la deuxième grande catégorie. On peut ne pas supporter un aliment parce qu'on ne le digère pas bien. Alors pour le digérer, rappelons qu'il faut des enzymes, il faut des productions enzymatiques qui viennent du pancréas, qui viennent du foie, qui viennent de l'intestin et qui vont couper en tout petites molécules les aliments. Et cette façon de les couper les rend digestes. Alors on va prendre un exemple pour être concret. Il y a dans le lait un grand sucre qu'on appelle le lactose. Mais ce lactose, il est trop gros pour être assimilé. Donc il faut le couper avec une enzyme qu'on va appeler la lactase, voilà, que l'on produit par l'intestin. Eh bien, si je ne produis pas assez de lactase, je vais avoir une intolérance au lactose. C'est assez facile à comprendre finalement. Voilà. Et ce lait que je vais boire, si je bois un verre de lait, 2 verres de lait où il y a beaucoup de lactose, Je ne vais pas le digérer. je ne vais pas le digérer, je ne vais pas bien l'assimiler, je vais ballonner, je vais avoir des douleurs abdominales, je vais avoir des inconforts qui peuvent être très gênants dans la vie de tous les jours. Justement, qu'on parle du lactose, et puis on reviendra au côté pratique avec Geneviève, mais c'est important aussi, parce qu'effectivement on lit plein de choses sur Internet, de faire la différence entre l'intolérance au lactose et l'allergie, en fait, au lait, qui est super rare, et on pourrait se dire je suis intolérant au lactose, mais j'ai peut-être une allergie, mais ça c'est plus rare en fait, et plus compliqué aussi, j'imagine. Tout à fait, il y a une grande confusion. L'intolérance au lactose est très fréquente chez l'adulte. Sur la planète Terre, c'est 70% de la population qui est intolérant au lactose. En Belgique, on peut dire qu'il y a à peu près 30 à 45% de personnes intolérantes au lactose. Donc c'est une grande généralité d'avoir des difficultés à digérer ce lait, et ça a des conséquences. Alors que l'allergie, elle n'est pas vers un sucre comme le lactose, elle est toujours vers une protéine. Donc l'allergie aux protéines de lait, voilà, c'est une autre maladie très fréquente chez le nourrisson, des formes d'allergie aux protéines de lait de vache fréquentes jusqu'à 1 an, 2 ans. Mais ça veut dire qu'elle disparaît. Voilà, très rare chez l'adulte. Vraiment très occasionnel. En tout cas, ne pas confondre, on reparlera des allergies après. Au niveau justement des possibilités dans ce qu'on va mettre dans notre assiette pour se faciliter cette intolérance au lactose. Voilà. Donc il faut savoir déjà que le lactose, ce sucre du lait, c'est tous les laits animaux. Donc ça c'est important. Donc on va retrouver ce lactose dans évidemment le lait de vache, mais aussi le lait de chèvre et le lait de brebis. Et de jument. Voilà. On le boit et pas donc souvent, voilà. Mais donc ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent je suis allergique au lait ou je suis intolérante au lait de vache, et alors parce qu'elles sont intolérantes au lactose, elles prennent du lait de chèvre et de brebis, et en fait ça n'arrangera rien. Donc ça c'est très important. Et donc ça veut dire qu'on va aller choisir des laits végétaux, comme du lait de soja, du lait de riz, du lait d'amande, du lait de châtaigne. Ça c'est un petit peu comme les personnes aiment bien par rapport au goût. Est-ce que, juste avant que tu ne continues, est-ce que le lait qu'on nous vend, le lait du matin avec 0% de lactose peut fonctionner? Alors, donc qu'est-ce que c'est ça? C'est du lait de vache ou du lait de chèvre ou de brebis qu'ils ont enrichi en lactase. Donc si on regarde bien la composition... Donc il y a déjà l'enzyme qui digère le lactose. Donc ça c'est intéressant. Donc il y a des personnes qui ont une petite intolérance au lactose et qui pourraient par exemple prendre ces laits sans lactose, comme ils appellent ça, ou ces fromages sans lactose, et il y a des yaourts, et ce sera suffisant. Des yaourts sans lactose. Voilà, c'est dans les grosses intolérances, avec des gros inconforts de ballonnement, de fermentation. Les personnes risquent quand même encore d'avoir ces ballonnements, ces fermentations. Il faut savoir que l'intolérance au lactose, ce que les personnes vont ressentir, c'est vraiment de l'inconfort digestif et pas ce qu'on aura plus dans la partie allergie, c'est-à-dire des eczémas, de l'asthme, des rhinites à répétition, etc. D'ailleurs, le terme le dit bien, c'est une intolérance digestive, voilà. Une difficulté à la digestion. Voilà. Quelque chose de très intéressant quand même, c'est que, par exemple, dans les fromages, au plus le fromage va être frais, au plus j'aurai encore une quantité de lactose importante, au plus mon fromage va être vieux, au plus mon lactose va diminuer. Et donc, quand les personnes veulent quand même un peu de fromage et qu'elles sont intolérantes, vieux fromage. Voilà, tous les vieux fromages, alors évidemment, vache, chèvre, brebis seront pareils. Et donc, on choisit alors plutôt des tout vieux fromages, comme les vieux parmesans, etc., etc. Et donc, ça, c'est quand même intéressant pour les personnes qui ça donne des possibilités. Voilà. L'autre possibilité aussi, c'est qu'il y a les pharmaciens peuvent aider les personnes en délivrant justement de la lactase. Donc il y a des compléments alimentaires qui sont riches en lactase et qui peuvent être pris. Voilà.
tu es invité par exemple à un souper fromage, on ne sait pas faire autrement, on arrive à quelque chose avec du lait. On peut céder. Voilà, on peut à la limite prendre les compléments alimentaires qui sont de la lactase, et donc ça permet de ne pas ballonner, de ne pas fermenter, de ne pas être gêné pendant ce repas ou après le repas. Donc ça c'est important. Il faut savoir que le lactose est quelque chose qui constipe. Et donc, chez certaines personnes... Ça peut avoir l'effet constipant. Et donc, parfois... C'est également une intolérance. Ouais, c'est toujours notre intolérance au lactose, mais le symptôme, c'est la constipation. Et il y a parfois beaucoup de personnes qui arrivent en disant, voilà, je suis très, très constipée, mais elles mangent énormément de lait, de yogourt et de fromage. Elles se constipent encore plus et elles viennent pour juste un problème de constipation, alors que leur souci est une intolérance au lactose. Et quand on diminue alors les sources de produits laitiers à base de lactose, avec du lactose, eh bien évidemment, leur constipation va mieux. Donc ça peut être des ballonnements, mais ça peut aussi être de la constipation. Voilà. Bien, très intéressant tout ça, parce qu'effectivement, comme on le disait juste avant, c'est très fréquent. Dans les intolérances, il y a une troisième, c'est l'intolérance immunitaire, Olivier. Tout à fait. On peut ne pas supporter un aliment parce que cela va dialoguer et stimuler notre système immunitaire qui, rappelons-le, est présent là derrière l'intestin de façon excessive. Alors, on va avoir en gros deux grands types là aussi d'intolérance alimentaire qui stimulent de façon anormale le système immunitaire. D'une part, celles qui sont des allergies vraies. Oui. On reparlera peut-être ça tout à l'heure. Et puis, il y en a une qui dont faisait partie l'allergie au lait. L'allergie au lait, l'allergie aux cacahuètes, etc. D'accord. Et puis, il y a une forme d'intolérance qui va quand même se véhiculer à travers une réaction des cellules immunitaires. Et c'est notamment la fameuse maladie cœliaque ou intolérance au gluten. Alors, le gluten, c'est la protéine qu'on va trouver dans le pain, dans les pâtes, dans les farines de type blé, seigle. On le retrouve dans beaucoup de choses, en fait, le gluten. Hein. Et beaucoup de produits industrialisés sont aujourd'hui enrichis en gluten. Or, il se trouve que certains individus sont génétiquement sensibles et vont avoir une petite erreur de lecture de ce gluten. Le système immunitaire va réagir à la présence de ce gluten et, hélas, va agresser, non pas le gluten, mais va agresser nos propres cellules, notamment de l'intestin, arrivant à une maladie qu'on appelle la maladie cœliaque, une maladie très invalidante. C'est génétique. Qui est une origine génétique déclenchée par la présence du gluten et qui aboutit à une vraie érosion, une atrophie des villosités de l'intestin. Donc très très important de le diagnostiquer le plus vite possible, et c'est pas toujours le cas. Voilà. Souvent on la diagnostique dans les premières années de la vie, et puis très souvent on va passer à côté parce que les manifestations peuvent être assez atténuées dans la petite enfance. Et on va trouver à 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans des personnes qui, tout au long de leur vie, ont eu cette maladie cœliaque, méconnues, et ont trimballé un ensemble de maladies chroniques, parfois très graves. La dernière patiente que j'ai diagnostiquée maladie cœliaque, elle avait une 60aine d'années, et c'était hélas par l'évolution tardive de cette maladie, c'était un cancer, un lymphome. Donc, on a beaucoup de pathologies. Et très compliqué parce que les symptômes ne sont pas facilement identifiables. C'est pas spécifique. Quand on a 40 ans et une maladie cœliaque, ça peut être une infertilité chez une femme, ça peut être des migraines chroniques, ça peut être des maladies rhumatismales. Donc c'est très très compliqué. Voilà, mais par contre, une fois qu'on pense que ça peut être ça, c'est facilement alors identifiable. Voilà. Lorsqu'un médecin dit tiens, ça peut être une intolérance, une maladie cœliaque, parce qu'elle est fréquente, un cas sur 200, 300. Mais très peu, enfin oui, fréquente, mais il y en a 9 fois plus que ceux qu'on diagnostique, plus ou moins. Oui, donc c'est énorme en fait. Officiels, ceux qui sont repérés, c'est un cas sur 2000 à peu près. Et on en a 5 à 10 fois plus qui sont méconnus et qui souffrent. Alors le test est très simple, c'est une simple prise de sang classique, repérée, remboursée, donc c'est quelque chose de très 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 simple à faire. Et si elle est positive, le médecin envoie chez le gastro-entérologue qui va confirmer le diagnostic par une biopsie de l'intestin grêle. De nouveau, une petite parenthèse. Est-ce que justement, parce qu'on a parlé du fait que dans la nourriture industrialisée, il y avait de plus en plus d'ajouts de gluten, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aurait une augmentation de ce type de maladies cœliaques ou en tout cas des intolérances au gluten dues justement à cette nourriture industrialisée? C'est ce que l'on pense aujourd'hui, en effet. On se rend compte que à côté de ces maladies cœliaques qui vont exploser dès qu'on sera en contact avec du gluten parce qu'elles sont prédisposées génétiquement,
Eh bien, on découvre aujourd'hui, et c'est un des grands champs d'exploration de la médecine aujourd'hui, des formes particulières d'hypersensibilité au gluten, non maladie cœliaque. Donc ce ne sont plus les mêmes personnes, ce ne sont plus ces porteurs génétiques. Ce n'est pas génétique. Ça peut être vous et moi. Oui, oui. Et pour diverses raisons qu'on ne comprend pas encore très bien aujourd'hui, eh bien, on peut réagir à cette protéine de gluten, et notamment ce gluten moderne. Alors pourquoi je dis moderne? Parce que le gluten d'il y a 50 000 ans, enfin 7 000 ans, puisqu'on l'a introduit il y a 7-8 000 ans dans l'alimentation humaine, ce gluten a beaucoup évolué. Et le gluten moderne aujourd'hui, semble-t-il, est plus antigénique, plus réactif. Et donc avec ce gluten qui nous fait plus réagir, plus notre intestin qui a changé, notre style d'alimentation, le fait qu'on mange moins de légumes, beaucoup plus d'oméga 6, moins d'oméga 3, tout ça crée une réaction chez nous qui nous rend sensibles et propices à l'allergie. Donc tout est réuni. Avant de passer au côté pratique de la maladie cœliaque, mais bon, en général, quand on est de toute façon diagnostiqué, on est suivi, mais en tout cas de l'hypersensibilité au gluten, est-ce que les symptômes sont aussi compliqués en fait à identifier? Hélas, oui. Voilà. Donc ça c'est fait. Hélas, oui. Oui. C'est pour ça qu'on voit parfois tout le monde se prétend et se croit intolérant au gluten. Vous avez un bobo quelque part, vous avez une migraine, vous avez un mal-être dans votre vie, et si c'était le gluten? Alors, voilà, on est mal à l'aise en médecine parce que c'est ce qu'on appelle les nouvelles frontières. Oui. Ce sont des pathologies qu'on ne sait pas encore bien cerner, diagnostiquer. On voit apparaître parfois des tests biologiques qui vont vous doser 200 ou 300 aliments et essayer de percevoir si vous provoquez des anticorps contre ces aliments. Mais 200, 300, et ces tests sont très peu fiables pour ces espèces de grands panels. Et puis on va vous dire, bah oui, tiens, vous êtes intolérant au gluten et vous proposez un régime sans gluten à vie. Voilà, ça, ce sont des dérives excessives. Ce qui n'est pas une bonne idée parce que quand on est, contrairement à la maladie cœliaque, quand on est hypersensible, en réintégrant et en mangeant correctement, et ça on va voir avec Geneviève après, on peut justement ne plus devenir intolérant. Tout à fait. De devenir de nouveau tolérant. C'est fondamental. Ouais, donc ça c'est super important. La tolérance aux aliments est quelque chose que l'on va acquérir quand on est nouveau-né. On ne naît pas tolérant. On va acquérir la tolérance. Donc, quand on mange trop d'oméga 6, pas assez d'oméga 3, qu'on a les mauvaises rencontres avec les antigènes, qu'on ne mastique pas bien, bref, il y a plein de raisons, on peut perdre cette tolérance, on devient intolérant. Et je pense que c'est ce qui se passe avec ces nouvelles intolérances au gluten. Mais en remangeant mieux, on peut redevenir tolérant. C'est bien, c'est un message d'espoir. Voilà. Oui. Et justement, Geneviève, on va surtout là s'intéresser à l'hypersensibilité au gluten. Dans notre assiette, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais donc voilà, donc ce qu'il faut redire pour compléter, c'est que c'est vraiment comme au sujet sur l'intestin, c'est l'hyperperméabilité intestinale. Donc la première chose, c'est refermer évidemment cette barrière intestinale. Donc les oméga 3 comme on en avait parlé, donc l'huile de colza, les poissons gras, les viandes oméga 3, les œufs oméga 3, donc plus d'oméga 3 dans l'assiette. Pas oublier toutes les fibres prébiotiques avec les légumes, les fruits, la biodiversité, autant crus que cuits comme on a expliqué avec les topinambours la fois dernière. Donc ça c'est la première chose pour fermer la barrière intestinale et nos fameux probiotiques. Après ça, soigner son intestin. Voilà, on va au fur et à mesure guérir notre intestin. Ça prend un petit peu de temps, donc c'est quelque chose comme on met une crème de jour. Il faut se dire, voilà, que on doit le cicatriser son intestin. Pas en une semaine que c'est pas en une semaine. Donc ça c'est important. L'autre partie, c'est si on découvre des intolérances alimentaires, c'est-à-dire que justement on ne tolère pas par exemple le gluten ou le lactose ou autre, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va enlever cet allergène, cet intolérant. Et donc là, on va évidemment enlever, l'éviter. Voilà, les farines, blé, etc. Et on va choisir plutôt des farines au départ sans gluten, comme la farine par exemple de sarrasin, aussi les farines de riz, les farines de soja, etc. Et donc par exemple pour un petit exemple, dans les pâtes, on choisira plutôt des pâtes de riz, par exemple, et de faire plutôt à la japonaise des pâtes de riz, etc. Parce qu'évidemment, tout ce qui est blé, couscous, etc., j'aurai du gluten. Ça, c'est la première partie. Après ça... Le gluten, j'imagine aussi le gluten ajouté dans la cuisine. Ça, ce sera surtout important, par exemple, pour les maladies cœliaques. Il faut savoir que... D'accord, plus que pour l'hypersensibilité. Voilà, dans l'hypersensibilité, s'il y a un petit peu de traces,
C'est moins grave. Ce sera moins grave. Par contre, si on mange une pâte blanche, un pain blanc industrialisé, il y a le gluten du blé, mais on aura aussi ce fameux gluten synthétique qu'ils peuvent rajouter pour faire monter le pain, etc. Et donc là, on fait entre guillemets pas bien du tout, puisqu'on a, voilà, on a l'intestin et tout l'organisme va réagir beaucoup plus. Alors, l'autre partie, c'est que après, quand on cicatrise au fur et à mesure de l'intestin, on va prendre des gluten que normalement, si on est intolérant, donc pas par rapport à la maladie cœliaque, on va prendre un peu des gluten qui ne sont pas synthétiques. Donc choisir par exemple un pain d'épeautre d'une fleur d'épeautre. Il y a du gluten, mais beaucoup plus en quantité moins importante, et justement les personnes vont le tolérer un petit peu mieux qu'un autre. Ou faire un pain justement épeautre et sarrasin pour que la quantité soit encore moindre. Et ça, c'est important de pouvoir se dire, dès que j'ai mis la cicatrisation en route, j'en prends un petit peu. Et pour le réintroduire tout doucement, voilà, pour justement redevenir tolérant. Voilà, ça c'est important. Il faut savoir que digérer du gluten synthétique, je veux dire, à part avoir une perméabilité intestinale impeccable, des oméga 3 super bons, etc., mais c'est rare. Je veux dire, personne ne digère bien le gluten synthétique, d'accord ? Mais malheureusement, il est présent, oui. Donc dans les biscuiteries industrielles, etc. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir dire aux mamans, voilà, refaites vos cakes vous-même avec, par exemple, une farine d'épeautre blanche, fleur d'épeautre qu'on achète dans un magasin bio ou autre. Eh bien, on n'aura pas de gluten synthétique rajouté et on peut faire des pâtisseries qui vont être tout à fait impeccables et que tout le monde va bien digérer. Donc ça, c'est vraiment important, de cette idée de je cicatrise, en même temps, après, je réintègre tout doucement. Ok, pour redevenir tolérant. Voilà. Alors le troisième volet, parce ça avance, c'est l'allergie alimentaire. Alors Olivier, qui peut être multiple, il y en a des plus fréquentes que d'autres, mais là on revient justement à ce qu'on disait. Là, l'allergie alimentaire, c'est une sous-catégorie de l'intolérance en fait. Tout à fait. Alors là, c'est mieux connu. Et c'est souvent des manifestations un peu catastrophiques. Ce sont des œdèmes, ce sont des crises d'asthme, ce sont des réactions cutanées excessives et parfois très très graves qui peuvent nous emmener à l'hôpital. Donc ces allergies alimentaires, comme celles développées vers les protéines de la cacahuète, vers la c'est ta protéine... vie, celle-là. Oui, voilà, elle est très 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 tenace et on s'en sépare pas bien. Autant l'allergie aux protéines du lait, c'est pour le petit enfant, autant la cacahuète ou même l'œuf, l'ovalbumine de l'œuf, c'est vraiment des allergies sévères, rebelles et qui invalident bien. Donc ce qui caractérise ces allergies, c'est l'explosion. Et la réaction allergique. Oui. Donc moi j'aime bien donner une image, c'est un petit peu comme si depuis des années on était dans une pièce, on avait allumé le gaz. Voilà, on a une petite fuite de gaz. Et puis un jour, on arrive avec un briquet et on a une explosion. On dit, c'est l'étincelle qui est dangereuse, c'est l'allergène qui est dangereux. Mais on oublie qu'on a préparé le terrain. Eh bien, depuis 50-60 ans, on est un peu dans ce contexte. On a eu de grands déséquilibres environnementaux, de grands déséquilibres alimentaires, notamment l'augmentation des acides gras de type oméga 6, des acides gras trans-industriels, qui tous les deux augmentent les voies de l'allergie. Alors que l'oméga 3 diminue. Et les oméga 3 qui sont trop peu présents dans notre assiette sont des anti-allergiques naturels. Un peu comme des pompiers, des pyromanes, mais là ce sont des pro-allergisants et des anti-allergiques. Eh bien, on devrait retrouver cet équilibre. Et nous sommes convaincus aujourd'hui au niveau scientifique que ce déséquilibre oméga 6, oméga 3, ça fait le terrain allergique nutritionnel le plus important. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de reconsidérer ce terrain oméga 6, oméga 3, tout en sachant que pour certains allergènes, voilà, même en corrigeant le terrain, on restera très sensible. Oui. La cacahuète, c'est à vie. C'est à vie, c'est dangereux. Oui, il ne faut pas l'introduire, ça. Il ne faut absolument pas l'introduire. Donc ça, ce n'est pas comme l'intolérance au gluten où on peut en remettre un petit peu. Là, c'est dans les allergies vraies. On est vraiment dans le risque. Et par rapport à l'allergie du lait, par exemple, Geneviève donc, chez les tout jeunes enfants, l'allergie au lait, la vraie allergie vraie des nourrissons, c'est pour ça que c'est vraiment on va choisir alors des laits
les pédiatres vont choisir des laits avec des peptides de lait tout à fait coupés, où on n'a plus du tout ces grosses protéines à digérer. Donc ça, c'est vraiment important. Ça, automatiquement, le pédiatre met en route un lait hypoallergénique pour les nourrissons de 1 an, 2 ans. Il faut continuer cette partie. Dans les allergies vraies, comme par exemple l'arachide, là, c'est éviction totale. Donc, Voilà. tout où on voit arachide... Et vraiment total, parce que c'est pas une goutte. goutte, hein, donc il faut vraiment avoir les seringues d'épipène, etc. Donc les seringues d'adrénaline pour les enfants qui sont allergiques aux arachides. Ça, de toute façon, l'allergologue ou le pneumologue a bien prévenu les mamans, et donc il n'y a pas de souci. Il faut bien regarder aussi aux allergies de la même famille. Hein. Dans l'arachide, on a toutes les légumineuses, donc haricots, petits pois, soja, fèves, faillots. Et donc, toute cette famille, quand ce sont des très grands allergiques aux arachides, on aura également... Sont concernés également, oui. Des allergies. Les enfants très allergiques aux cacahuètes, ils vont manger un haricot, ils vont commencer à avoir des gonflements au niveau de la bouche, etc., de l'asthme, etc. Donc là, c'est éviction complète. Et là, malheureusement, on peut mettre les oméga 3, on peut fermer l'intestin. Il faut de toute façon quand même le faire, mais ça ne change rien. Et c'est aux œufs. Et c'est aux œufs, donc au blanc d'œuf. Donc ça, c'est éviction complète. C'est souvent les jeunes enfants, et donc ça passe avec l'âge. Et donc là, c'est quand même intéressant de mettre les oméga 3 et de mettre de fermer l'intestin. Donc cette fameuse barrière intestinale avec les prébiotiques, probiotiques, etc. comme on a expliqué. Donc ça, elle va partir avec l'âge. Je dirais que l'allergène... Ça peut favoriser sa disparition, voilà. Bien manger. Oui. Et donc, par exemple, ces personnes ne pourront pas manger de l'œuf cru, par exemple, mais pourront manger un œuf cuit. Donc, ou l'antigène. L'œuf qui est dans une préparation, voilà. Quelque chose comme ça. Ok. On a bien fait le tour. Il y a un élément peut-être encore à rajouter pour revenir en fait au début. L'élément antigénique, ce qui déclenche l'allergie, c'est en fait une protéine qui n'a pas été coupée en petits morceaux, en petites lettres, hein, comme si c'était un mot très important de la lettre française et qui n'était pas coupé en petites lettres. Donc la digestion est un élément clé. Imaginons que nous puissions digérer parfaitement toutes les protéines de l'alimentation, on ne serait pas allergique. D'accord. Donc c'est très très important. Et finalement, il y a un élément dans lequel on n'a pas beaucoup parlé, qui semble important dans les réactions allergiques, c'est le stress. Parce que le stress change vraiment profondément notre façon de digérer, les sécrétions, et donc la façon de couper ces petits mots en petites lettres. Autrement dit, le stress est un facteur qui augmente la réaction allergique. Donc mangez bien, dormez bien, restez zen, faites du sport. Voilà. Et on a à peu près ce qu'il faut. Ça nous aidera à être souvent moins réactifs, moins allergiques. D'accord. Un grand merci tous les deux. Merci, je ne sais pas avec quoi on se retrouve le mois prochain. On le stress. Avec le stress, ça pourrait faire effectivement un beau sujet également. En tout cas, merci. Merci à vous. Merci. Voilà, on a appris plein de choses avec les intolérances et les allergies alimentaires.